Moment, j'attends vos questions. Donc, merci beaucoup, Monsieur Tala, pour cette brillante présentation, au cours de laquelle vous nous avez présenté de façon succincte les différentes étapes pour créer un projet basé sur l'intelligence artificielle. Donc, je suis sûr que forcément, il y a quelques personnes qui ont des interrogations ou bien des questions. Donc, on va donc laisser la parole aux, aux différentes personnes qui participent à la conférence pour de plausibles questions. Et, et aussi, on a un groupe WhatsApp où vous êtes libre, chacun, de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas. On peut aussi travailler en collaboration sur certains de vos projets. On peut aussi vous aider s'il y a des soucis et consommes. Donc, n'hésitez vraiment pas parce que je peux vous dire, le secret, c'est de partager. C'est parfois en partageant qu'on apprend beaucoup plus. Donc, n'hésitez pas. Vous avez des soucis, s'il y a un truc qui vous dérange et qu'on sort. Si vous avez même besoin parfois des questions d'ordre, d'orientation et qu'on sort et tout, vous pouvez toujours le partager avec nous et dans la mesure du possible, vous aurez des réponses. Pas toujours pour dire que c'est qu'on vous dit, c'est ce qui doit être, mais on pourra partager avec vous nos expériences. Et voilà, même côté développement, parce que moi, je suis plus développeur et j'essaie un peu de faire de la recherche. Depuis 5 ans déjà que je développe, dans ce côté aussi, je suis un peu calé. Et voilà. Allô? Oui, allô? Bonjour à tout le monde. Je vais activer la vidéo pour voir un peu le visage de la personne qui parle. Parfait. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, ma question, c'est pas une question, enfin, je me suis connecté à la formation par curiosité et je me rends compte que la formation est orientée aux informaticiens. Alors, je veux revenir sur le sens même de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon basique ce que c'est que l'intelligence artificielle? Parce que moi, pour préciser, je suis plutôt génie civil et je me demande en quoi ça peut être utile dans ma profession. OK. OK, merci. Très bonne question. Euh, André, monsieur André Kamounien. Euh, Ça, c'est la deuxième édition Ça, c'est notre deuxième édition. Et la première édition, c'était vraiment les notions basiques où on essayait d'amener tout un chacun à comprendre que l'intelligence artificielle n'est pas la chose des informaticiens. C'est vrai que nous autres qui avons un background d'informaticien, on a plus d'aptitude à comprendre ce nombre de choses. Je veux dire, quand on part dans l'aspect technique, où il faut écrire des algorithmes qui utilisent des formules mathématiques et consorts, nous sommes mieux placés pour mieux comprendre parce qu'on a un background qui nous permet de faire cela. Mais aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus simplifiées. Vous n'avez pas besoin d'être programmeur, vous n'avez pas besoin d'être informaticien, n'a pas besoin d'avoir un bac C pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle. Il faut juste comprendre. L'intelligence artificielle, c'est, comme on le dit de façon basique, c'est l'intelligence de l'homme qu'on essaie de copier ou bien de façonner de façon différente. On essaie de, en quelque sorte, de pouvoir rendre la vie facile aux gens. Il y a des choses, il y a un ensemble de choses dont aujourd'hui, vous, monsieur Kamounié, vous réalisez. Et donc, vous pouvez vous soustraire de cette tâche-là et donner cela à
un robot ou bien à votre ordinateur de le faire de façon automatique pour vous. Vous voyez un peu? Et ce sont ces tâches-là qu'aujourd'hui, on essaie de limiter autant que possible. On a aujourd'hui des, des machines à laver des robots des robots qui nous taillent le gazon automatiquement. C'est-à-dire, il connaît reconnaître un obstacle. Il fait un ensemble de choses et consorts. C'est-à-dire, toi, vous êtes assis dans votre bureau, le robot, un petit robot là, est allumé dehors, que tu as allumé, il te taille le gazon. Il te fait ça comme un jeu. Et tu gagnes en temps et consorts. Donc, ce qu'on peut dire, c'est juste un ensemble de tâches qui étaient réalisées par l'homme. Donc, aujourd'hui, on essaye de l'automatiser. On veut rendre ça automatique, on veut l'automatiser et ça demande moins de ressources, ça demande moins de l'effort humain et consomme. De la même chose quand on parle de l'industrie de l'automobile. Aujourd'hui, on n'a plus de facilité à concevoir une voiture parce qu'on n'a plus tellement besoin de l'intervention de l'homme qui devait à chaque fois venir porter une portière pour venir accrocher pendant que nous sommes en train de souder et qu'on sort. Il y a déjà un ensemble de programmes, de tâches qui marchent et on voit des gens qui sont en train de les souder et qu'on sort. Donc, pour vous autres qui n'êtes pas informaticiens et qui souhaitez apprendre l'intelligence artificielle, on va partager avec vous le lien de la première conférence. Il y a une vidéo qui est sur YouTube. Vous pouvez peut-être regarder et vous allez mieux comprendre. Aujourd'hui, on parlait, vous voyez, ce n'était pas focalisé uniquement sur les informaticiens. On vous donnait un ensemble d'étapes. Aujourd'hui, avec le cloud, avec les cloud platforms, vous pouvez définir une solution sans pour autant sans pour autant avoir des notions en informatique ou bien en programmation. Tout ce qu'on vous demande, c'est de comprendre ce que vous voulez faire. Et tout ce que j'ai expliqué, c'était de comprendre où est-ce qu'on va arriver. C'est, vous faites dans le génie civil, OK. C'est aussi ce que vous faites dans votre domaine. C'est-à-dire, il y a des, comment dire, quoi, mais pense les prérequis. C'est-à-dire, il y a le minimum qu'il faut comprendre avant de se lancer dans un chantier, par exemple. Si tu n'as pas compris ce minimum-là, tu ne peux pas avancer. Mais quand tu l'as compris, tu peux le faire sans problème. Bon, maintenant que vous faites le génie civil, je préfère que ce soit M. Kamgiano qui réponde mieux à votre question. Peut-être qu'il y aura d'autres. Ok, merci beaucoup, Monsieur Tala, pour vos explications. Bon, dans le domaine du génie civil en particulier, lorsque généralement on veut construire un projet, on a généralement besoin de faire des essais de portance sur le sol. Bon, là, je donne juste un exemple, parce que l'intelligence artificielle a également plusieurs applications dans le domaine du génie civil. Bon, je vais juste prendre d'abord ce premier exemple. Donc, lorsque, par exemple, on veut se lancer peut-être dans la construction d'une route ou bien la construction d'un bâtiment, on a généralement besoin de faire des essais de portance, peut-être par les essais pressiométriques ou bien des essais pénétromiques. Donc, généralement, ces essais-là sont généralement très onéreux. Maintenant, en se basant sur l'intelligence artificielle, on peut donc se baser sur des précédents essais qui ont déjà eu à être effectués dans la région environnant le projet pour pouvoir prédire la portance d'un terrain sur lequel on voudrait effectuer un projet, par exemple la construction d'une route ou d'un bâtiment. Donc, on peut donc se baser sur l'intelligence artificielle là, donc, pour donc éviter de faire ces essais pressiométriques ou bien pénétromiques. Donc, voilà déjà une application de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, sa force réside beaucoup plus dans sa capacité de prédiction. Sa capacité de prédiction. Donc, on peut prédire la portance d'un sol, sa résistance, et ce qui va nous permettre de pouvoir concevoir notre bâtiment. Également, on utilise aussi l'intelligence artificielle, par exemple, pour faire la prédiction des caractéristiques mécaniques des roches. Parce que dans la plupart de nos projets, par exemple, la construction des routes, on a besoin de faire les CBR,
et tous ces types d'essais au laboratoire avant de se lancer dans notre projet. Donc, on peut toujours se baser sur l'intelligence artificielle pour faire ces prédictions et ça va nous permettre d'éviter de faire ces essais au laboratoire. Donc, voilà à peu près une possible utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine du génie civil. Je ne sais pas si M. Kamoni a... OK, merci. Je suis satisfait des réponses et chercher pour pouvoir être plus efficace à la prochaine session parce que je suis intéressé. Mais la difficulté, l'une des difficultés majeures pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle et beaucoup plus dans le domaine du génie civil, c'est qu'on a besoin des données. Comme je vous disais tantôt, on a besoin des données environnant le projet. Par exemple, dans les chantiers qui sont proches de l'endroit où on veut lancer notre projet, on a besoin de connaître peut-être quelles étaient les potences du sol aux environs. Donc, on a besoin de toutes ces données-là que l'on va donc agréger pour pouvoir faire une prédiction de la potence au niveau du projet, de l'endroit où notre projet va être réalisé. Donc, en cas de manque de ces données, l'utilisation de l'intelligence artificielle sera donc sera presque impossible. Et c'est ça l'un des problèmes majeurs au Cameroun parce que la plupart des données, souvent, ce n'est pas numérisé. La plupart des problèmes ne sont pas, souvent, ce n'est pas numérisé, les données ne sont pas numérisées. Donc, voilà à peu près comment ça peut se passer dans le domaine du génie civil. Donc, si j'ai bien compris, ça peut être utile, par exemple, en consolidant les données pluviométriques sur une certaine période, ça peut être utile à prédire si il y aura pluie ou pas dans le futur. Oui. Par exemple, même dans les calculs hydrauliques, ça peut être utilisé, ça peut être utile. Parce que, par exemple, dans le dimensionnement des canaux, des dallots et autres, on a besoin de connaître les pluies, l'intensité des pluies qu'il pourra avoir dans la zone du projet. Donc, on peut consolider l'ensemble des données déjà existantes et faire des prédictions en utilisant l'intelligence artificielle. D'accord, merci. Docteur Patrice, bon, ce que j'aimerais poser comme question, c'est beaucoup plus, comme je sais que dans le panel, il y a certainement beaucoup de participants qui ne sont pas du data science ou bien du computer engineering. J'aimerais savoir, par exemple, si des personnes, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir appliquer l'intelligence artificielle dans leur domaine en particulier. OK, merci beaucoup pour cette question. Je dirais tantôt, ce serait mieux d'essayer d'abord de lire et de comprendre certaines notions de base de l'intelligence artificielle, en fait. Oui, et aussi, laissez-moi vous dire que l'intelligence artificielle est déjà appliquée dans tous les domaines de nos jours. Donc, si vous essayez un peu, parce que je suppose, et j'encouragerais toute personne qui voudrait se lancer dans ce genre de nouvelles technologies, d'abord d'apprendre à utiliser Internet, c'est-à-dire à faire de la recherche, en fait, poser des questions. Parce que si vous tapez sur Google, en fonction de votre domaine, juste des questions simples, vous allez essayer de lire ce que les gens ont eu à parler comme idée et ça va vous inspirer, en fait. Oui, parce que généralement, vous ne savez pas comment ça se passe. Par exemple, voyez de nos jours, vous êtes en Chine avec moi. De nos jours, vous n'allez plus jamais voir ce qu'on appelle des boîtes de suggestions dans les banques ou dans les milieux publics. Il y a juste un petit tableau qui est là. On vous demande, OK, êtes-vous satisfait ou pas? Pourquoi? Et vous écrivez sur le tableau, vous tapez entrée et ça va directement dans le database de la compagnie. Et c'est comme ça qu'ils vont savoir comment améliorer leur service. Donc, le premier, c'est de voir le problème dont vous souffrez, en fait. Par exemple, ce que moi je fais aujourd'hui sont des problèmes qui ont été posés par les médecins eux-mêmes et nous, on a réfléchi pour trouver, OK, est-ce que si on développe un tel modèle,
qui peut vous assister sur cette tâche-ci? Est-ce que ça pourra vraiment résoudre le problème? Donc, c'est généralement mieux d'abord de quitter du problème vers la solution, en fait. Et je pense que de nos jours, il n'y a pratiquement rien que AI ne peut pas faire. Ok, merci, docteur Patrice. Donc, il est d'abord très important que les participants puissent d'abord se documenter, avoir des notions de base sur ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et on Oui, peut et ensuite, oui, allez-y, désolé. Oui, je disais qu'il est donc important tout d'abord d'avoir des notions basiques, c'est-à-dire véritablement savoir ce que c'est que l'intelligence artificielle. Pour cela, on a Internet donc, qui peut véritablement nous guider. Et également, comme on le disait tantôt, nous avons également notre groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp qui est là disponible. Si les participants ont des questions, ils ne se sentent pas gênés de nous les poser et on sera là pour répondre à leurs interrogations. Ça peut mettre à leur disposition certaines ressources qui peuvent les aider à mieux résoudre le problème sur lequel ils veulent travailler. OK, merci beaucoup, docteur Arnaud. Ici, j'ai une question qui m'est venue en privé venant de M. Joël Moyo. La question va telle que suit. Je souhaite faire une formation dessus, c'est-à-dire formation dans le domaine de l'intelligence artificielle. À noter, je suis ingénieur travaux systèmes et réseaux. Je dirais plutôt que dans votre domaine, la formation que vous allez faire va plus se diriger. Je ne sais pas si vous êtes là. Est-ce que si vous êtes confortable d'ouvrir le micro pour qu'on essaie d'en discuter? Parce que pour faire une formation dans le domaine de travaux, systèmes et réseaux, peut-être vous pouvez faire dans la télécommunication. Vous voyez un peu, et ça dépend en fait du domaine de spécialisation. Oui, en fonction de vos tâches. Parce que ça aussi, c'est très, très important. Donc, quelles sont les tâches que vous faites face tous les jours dans votre travail? Et c'est en fonction de ça que vous allez savoir dans quel domaine je peux faire une formation. Par exemple, quelqu'un qui fait une formation dans le domaine de l'intelligence artificielle et qui va plutôt faire dans software development, c'est très, très différent, par exemple, de moi maintenant qui est en train de faire dans le traitement des images médicales, qui est un fait qui est plus proche de ce qu'on appelle l'ingénierie biomédicale. Donc, ceci dépend de vos tâches journalières. C'est très, très important. Il faudrait prendre ça en compte. Et je pense, dès le début, il y avait mon email. Je peux vous l'envoyer ici. Et vous pouvez essayer aussi d'entrer en contact ou bien poser des questions dans le groupe WhatsApp et je ferai de mon mieux pour répondre, en fait. Maintenant, on va donc passer à la phase des questions. Si certains participants ont des questions, ils peuvent nous les poser. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Oui, c'est Arnaud Tamto. Oui, bonjour, monsieur Arnaud. Vous pouvez poser votre Oui, question. d'accord. Je vous ai pris un peu de cours, désolé. Ben, j'ai suivi, je crois, les trois quarts de la présentation. J'ai une question par rapport à la première étape de tout ce processus de intelligence artificielle. Vous avez parlé de l'entraînement des données. Est-ce que c'est est-ce que c'est fait pour toutes les différentes catégories les différentes catégories que vous avez citées tout à l'heure? Je veux parler du deep learning, artificial, neural network et le machine learning. Est-ce que la première étape, c'est l'entraînement des données pour tous ces types? OK.
Merci, Monsieur Arnaud, de votre question. D'abord, dans la première présentation, on a défini les étapes de conception d'un projet d'intelligence artificielle. Et on a dit que la première étape, tout d'abord, c'est de définir le problème. Donc, la première étape, ce n'est pas l'entraînement du modèle, de l'algorithme, non. Il faut d'abord définir le problème que vous voulez résoudre. Et il faut maintenant vous assurer que ce problème, c'est un problème, donc c'est un vrai problème. Non, il n'est pas question de se lancer dans l'application de l'intelligence artificielle pour résoudre un problème qui n'est pas un véritable problème pour les populations ou bien pour les personnes autour de vous. Donc, la première étape, d'abord, c'est de définir quel est le problème que je veux résoudre avec mon algorithme d'intelligence artificielle, indépendamment que ce soit le deep learning ou bien machine learning, il faut tout d'abord définir son problème. Et maintenant, lorsque vous avez défini votre problème, vous allez maintenant faire le data preprocessing. Vous devez traiter les données. Il y a un ensemble d'opérations qui doivent être effectuées sur les données avant de se lancer dans l'entraînement des données proprement dites. Par exemple, il vous faut, par exemple, faire le data filtration. Pourquoi? Parce que généralement, lorsqu'on a un ensemble de données avec lesquelles sur lesquelles on veut implémenter l'intelligence artificielle, il y a généralement des données qui sont inutiles. Donc, peut-être vous pouvez avoir un ensemble de 2000 données qui doivent être utilisées pour construire votre algorithme d'intelligence artificielle. Mais parmi ces 2000 données, il y a souvent des données qui sont inutiles, il y a des données qui se répètent. C'est un peu comme généralement lorsqu'on veut tracer une courbe, par exemple, sur Excel. Généralement, lorsque tu veux tracer une courbe, il y a souvent des points qui se décalent un peu. Il y a souvent des points qui se décalent un peu de la courbe. Donc, généralement, il faut d'abord commencer par enlever on appelle ces points-là les outliers. Donc, il faut d'abord commencer par filtrer, enlever tous ces ensembles de données inutiles ou bien qui se répètent. Ensuite, on a des opérations telles que même le data normalization. Donc, lorsqu'on a donc effectué maintenant donc, toute cette étape de traitement de données, avant qu'on peut maintenant commencer à réfléchir pour le problème que je veux résoudre, quel est le meilleur algorithme qui peut être utilisé? Si par exemple, tu as un problème peut-être de reconnaissance faciale, tu ne vas pas par exemple partir utiliser l'algorithme d'arbre de décision. Tu vas peut-être dire que bon, ce problème, je vais peut-être utiliser le support vector machine, ou bien je vais utiliser peut-être le artificial neural network, ou bien je peux utiliser le deep learning. Maintenant, en fonction maintenant des capacités peut-être de ton ordinateur, si peut-être ton ordinateur n'a pas assez de bonnes capacités, tu sais déjà que tu ne peux pas faire le deep learning, donc tu exclus déjà le deep learning. Tu vas peut-être dire que bon, vu les capacités de mon ordinateur, je vais plutôt me lancer peut-être avec le support vector machine ou bien le artificial neural network. Oui, donc c'est généralement l'entraînement des données. Lorsque tu as maintenant choisi donc, ton algorithme, donc avant que tu peux maintenant te lancer dans l'entraînement de tes données, ainsi de suite. Oui, ok. Mais tout à l'heure, j'ai cru entendre pendant que vous exposiez sur le deep learning que dans cette catégorie-là, la reconnaissance des données se fait automatiquement par convolution, c'est ça? Oui, la reconnaissance des données se fait par convolution, mais j'ai dit ceci que généralement avec le deep learning, l'avantage qu'on a avec le deep learning, c'est que ça peut extraire les données sans que toi-même tu ne le fasses. Mais Oui, il y aura toujours une étape de traitement des données au départ. ok. Par exemple, si je prends le cas du deep learning, n'est-ce pas? Ça utilise des photos. Bon, sur le cas du deep learning, par exemple, on peut utiliser des photos ou bien les sons. Donc, par exemple, tu as un algorithme d'intelligence artificielle qui est capable de faire la reconnaissance vocale. On va donc mettre à la disposition peut-être de l'algorithme peut-être 2000 sons, tu vois. On lui met à sa disposition 2000 sons. Mais parmi les 2000 sons là, il y a des sons qui sont inutiles, donc qui ne sont pas
qui sont peut-être qui se répètent. Exactement. Au départ, donc, il faut d'abord éliminer donc, d'abord peut-être les sons qui se répètent, qui sont inutiles, avant d'implémenter ton algorithme. D'accord. Donc, c'est ça. Ok. Bon, Donc, une autre. donc, Allô? ce que Oui. je voulais seulement dire, c'est qu'en fait, généralement, dans les données, n'est-ce pas, dans l'ensemble de données qu'on a, il y a souvent des données qui se répètent, n'est-ce pas, ou bien des données qui sont inutiles. Il faut d'abord commencer par D'accord. filtrer cela. Filtrer, oui. D'accord, bien noté. Euh, Par exemple, lorsque l'on veut faire une interprétation, bon, tout à l'heure vous avez parlé de l'ingénierie pétrolière, je vais parler un peu de la sismique. Si par exemple on veut enhance une donnée dans la sismique, je veux dire, si par exemple on veut mieux visualiser les failles ou je ne sais pas quelle feature on veut enhance, quel serait le meilleur algorithme ici selon vous? Oui, en fait, là, tu parles, comme je dis tantôt, il y a plusieurs paramètres que tu dois prendre en considération pour le choix de ton algorithme. Ça peut, par exemple, être le type de problème que tu veux résoudre. Quand le type de problème que tu veux résoudre, c'est un problème de reconnaissance. Par exemple, tu as un Mhm. ensemble de photos. Tu aimerais peut-être que l'algorithme puisse te dire peut-être est-ce que c'est une faille convexe ou bien est-ce que c'est une faille concave. Bref, que ça puisse te Mhm. renseigner sur la nature des failles. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, oui, que ça puisse, par exemple, on a une sismique, pas forcément la nature, bon, mieux ressortir les failles qui sont sur sur la sismique. En gros, c'est un peu ça. Oui, oui, donc généralement, plusieurs algorithmes peuvent être utilisés. Pour plus de précision, par exemple, les deep learning peuvent être utilisés. Mais comme je le disais tantôt, si c'est que tu veux faire peut-être dans le deep learning, il faut d'abord t'assurer que tu aies d'abord un ensemble important de données et que de deux, que tu aies un ordinateur qui a des bonnes capacités. Donc Mhm. voilà, le deep learning, par exemple, est très précis. Ça donne de très bons résultats. Mais ça a aussi ces contraintes-là. Oui. Et par exemple, les deep learning, il y a par exemple le convolutional neural network que tu peux utiliser, qui est bon, qui est un algorithme qui est de plus en plus utilisé de nos jours, bon, actuellement. Mhm. D'accord. Merci. Je t'en prie. Merci pour vos réponses. Mhm. Je vous en prie. Oui, si on a d'autres questions, on peut les poser. Je vois apparemment dans le chat quelqu'un poser une question. OK, merci beaucoup, monsieur Issaoura. Je ne sais pas si monsieur Issaoura, est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous avez des endroits que vous n'avez pas compris? Sentez-vous libre de poser votre question. Vous pouvez me poser des questions, même peut-être. Je pense que la plupart d'entre nous, si vous êtes ici, ça veut dire que peut-être vous avez même des projets basés sur l'intelligence artificielle ou bien vous avez des notions que vous ne comprenez pas très bien. C'est un moment également que vous pouvez poser des questions. OK. Je ne sais pas si docteur Patrice est là. Docteur Patrice est encore là. Euh, Pardon. Oui, oui, allez-y. Allô? Oui, c'est à moi encore. Oui, tout à l'heure, quand vous avez expliqué le K-means algorithm, vous avez dit que c'est un type de unsupervised learning. Bon, moi, j'ai pas trop bien entendu le principe du K-means.
Si vous pouvez un peu faire un petit... Ah, vous n'avez pas compris ce qu'on entend par unsupervised learning? Bon, j'ai suivi ce que vous avez dit, le supervised learning. On connaît déjà le output au départ, Oui, parlant oui, du résultat de ce dont on est en train de vouloir aux autres. Et oui. puis, dans le unsupervised, on ne connaît pas encore le résultat de ce dont on veut. Dans le euh, unsupervised, oui. C'est oui, exact. on ne connaît pas encore le résultat, oui. Exact, oui. Bon, dans le unsupervised, vous avez parlé de deux types, le K-means algorithm et le principal component algorithm, je crois. Analysis, oui, Principal component analysis, oui. effectivement. C'est oui, le K-means dont je n'ai pas bien entendu. Vous avez dit le K-means. Le principe, c'est quoi en fait? Bon, avant de répondre, je vais d'abord souligner qu'en fait, la liste des algorithmes que j'ai donnée n'est pas exhaustive. C'est-à-dire, Oui, oui. on a beaucoup d'autres algorithmes qui tombent, par exemple, dans le unsupervised learning ou bien dans le supervised learning. Donc, j'ai juste pris les Quelques algorithmes exemples. qui sont les plus couramment utilisés. Bon, maintenant, pour le OK. K-means algorithm, généralement, lorsqu'on a un ensemble de données qui sont assez hétérogènes, on va utiliser le K-means algorithm pour pouvoir les regrouper en fonction de certaines caractéristiques que certaines données peuvent avoir entre elles. Je prends un exemple. Si peut-être nous sommes à l'université de Yaoundé, n'est-ce pas? On a des Mhm. personnes qui sont peut-être ressortissants peut-être de Bayangam, on a des personnes qui sont ressortissants peut-être de Bachi, on a des personnes qui viennent du centre, ainsi de suite. Ce que peut faire l'algorithme du K-means algorithm, au départ d'abord, comme c'est un unsupervised learning, il ne connaît pas encore, combien de classes, donc combien de groupes ethniques on peut avoir. OK. Il va donc maintenant se baser donc sur les relations entre les différentes personnes. Par exemple, il va peut-être se remarquer que bon, il y a deux personnes, peut-être que les deux personnes, lorsqu'elles se rencontrent, elles parlent peut-être en Bayankam. Ça veut dire que je dois les mettre ensemble. Les deux personnes, lorsqu'elles se rencontrent, elles parlent peut-être en Iwondo. Je dois les mettre ensemble. Donc, l'algorithme va donc faire ce qu'on appelle des clusters. Elle va donc regrouper donc un ensemble de données en fonction de certaines caractéristiques que ces données ont entre elles. Et je disais tantôt que, ce K-means algorithm est généralement utilisé par exemple même pour les spams. Tu vas te Mhm. rendre compte que tu ne sais pas sur quels critères ta boîte de réception décide d'envoyer un email dans la boîte de spam et décide d'envoyer un autre dans ta boîte de réception. Effectivement. Généralement, généralement, la boîte email est paramétrée avec ces K-means algorithmes. C'est-à-dire, par exemple, pour un email, il y a ce qu'on appelle la signature. En fonction de la signature, en fonction de la signature, d'où vient ton email, ça peut décider de le mettre dans le spam ou bien ça peut décider de le mettre dans la boîte de réception. Donc, ça donne déjà donc créer des clusters, un cluster pour ta boîte de réception et un cluster pour les spams. C'est ça. Mais la difficulté avec l'algorithme de K-means, là, c'est qu'en fait, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour cet algorithme, il faut d'abord définir le nombre de clusters. Par Mhm. exemple, pour la boîte de réception, on a deux clusters. Soit tu vas aller dans la boîte de réception, soit tu vas aller dans les spams. Donc, on a deux clusters qui sont déjà bien identifiés. Mais il y a d'autres problèmes où on peut avoir 3, 4, 5 clusters. On ne sait pas. Donc, c'est une des difficultés de cet algorithme-là. D'accord, d'accord, d'accord. C'est une des difficultés de l'algorithme K-means. Il y a une question qui a été posée par M. Issaoura. Il dit comment déterminer si on a suffisamment pour entraîner un algorithme de convolutional neural network, par exemple.
Si je prends le cas de données relevées par quelques capteurs IoT, disons toutes les heures d'une journée pendant 20 ans, pourrait-on considérer que l'on a beaucoup de données? Merci. Oui, en fait, dans dans la présentation précédente, Dr. Patrice a bien souligné qu'il y a un seuil qui est généralement défini, non, pour pouvoir implémenter dans cet algorithme, généralement les algorithmes de deep learning. Oui. Et généralement, généralement également, on le fait aussi de façon itérative. La clé même, c'est toujours de vérifier l'erreur. Parce que tu peux peut-être dire que, bon, j'ai peut-être 2000 données, mais tu te rends compte que les résultats entre la prédiction que te donne ton algorithme d'intelligence artificielle et le résultat, le véritable résultat est très grand, l'erreur est très grande. Ça veut donc dire que tes données ne sont pas suffisantes. Donc, il faut toujours se baser sur la comparaison entre les résultats obtenus par le modèle et les résultats exacts. Si cet écart est très grand, ça veut donc dire qu'il serait important d'augmenter la taille de nos données. Bon, on a également une autre question. Bonjour, merci pour le partage de connaissances très incisif et directif. Si je comprends bien, AI is more of. Oui, d'accord, monsieur Issaoua. Donc, la clé, on peut encore venir avec vous. La clé dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est toujours de vérifier the comparison between the output data and the real result. Il faut toujours comparer cela pour pouvoir définir si notre taille de données est la bonne. Donc, on a une autre question. Bonjour, merci pour le partage des connaissances très instructifs et directifs. Je comprends bien, AI is more of computer-based programming, algorithm, and so forth, right? Thanks. Oui et non. Comme on le disait tantôt, dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y a plusieurs métiers. C'est vrai qu'on peut souvent voir l'intelligence artificielle que, bon, c'est les personnes qui vont faire le codage, et ainsi de suite. Mais l'intelligence artificielle également, ça comprend également la statistique. Comme il y a plusieurs phases dans comme on disait tantôt, pour concevoir un projet d'intelligence artificielle, il y a plusieurs étapes. Seulement la première étape qui est de définir le problème. C'est une étape très importante parce que ce n'est pas évident de définir un problème. Or, pour définir un problème, on n'a pas besoin d'avoir des compétences en programmation ou bien en algorithmique. Il faut être capable de déceler que, bon, peut-être dans tel domaine, je me rends compte que les populations peut-être de Yaoundé, généralement, pour faire leurs paiements, ils utilisent peut-être toujours Orange Money, MCN Money, et on se rend compte peut-être qu'il y a beaucoup de détournements. Je suis sûr que beaucoup de personnes parmi vous là-bas, vous avez déjà peut-être eu votre argent soutiré dans vos comptes. Maintenant, ça peut être maintenant de réfléchir que, bon, est-ce qu'on ne peut pas penser à une méthode alternative de paiement qui peut être plus sécurisée que Mobile Money ou bien MCN Money? Donc, on a besoin de personnes qui doivent être capables de bien définir un problème. Or, ce n'est pas évident. Parce que tant que le problème n'est pas bien défini, tu vas développer un algorithme d'intelligence artificielle qui ne va pas résoudre un véritable problème de population et c'est un peu de la perte de temps. Donc, on a besoin de personnes qui sont capables de bien définir un problème. On a besoin de personnes aussi qui sont capables de bien faire le traitement des données. Et généralement, pour faire le traitement des données, là, on peut même le faire avec même Excel.
même des méthodes statistiques. Donc, à ce moment-là, on n'a pas encore besoin des connaissances en algorithmique. Donc, c'est à partir de la troisième étape, lorsqu'on parle maintenant de l'entraînement du modèle, parce que oui, effectivement, à ce niveau-là, oui, vous avez besoin des connaissances algorithmiques et de programmation pour pouvoir implémenter. Mais les étapes précédentes, même une personne littéraire peut le faire. Donc, voilà à peu près la réponse à la question. Donc, il y a Madame Caroline Cambo qui dit merci à vous pour cette conférence riche en connaissances. De façon plus concrète, où se procurer un programme? Je voulais dire un alors. Ah, vous voulez vous procurer un programme, un algorithme d'intelligence artificielle, c'est cela? Comme le disait monsieur le précédent orateur, docteur Patrice, en fait, généralement, même dans notre vie au quotidien, on utilise déjà les algorithmes d'intelligence artificielle sans même s'en rendre compte. Par exemple, lorsqu'on utilise les réseaux sociaux, par exemple, lorsque vous êtes peut-être sur Facebook, c'est un exemple, lorsque peut-être vous êtes sur Facebook et que lorsque vous ouvrez votre Facebook, ça vous fait des propositions. Ça vous fait peut-être une proposition que, bon, ajoutez telle personne comme ami, une personne que peut-être vous ne connaissez pas très bien. Ça, c'est de l'intelligence artificielle qui est appliquée là-bas. Donc, je vais dire, l'intelligence artificielle est présente autour de nous, peut-être sans qu'on ne se rende compte. Maintenant, si vous-même, vous voulez créer votre propre algorithme, je ne sais pas si c'est ça votre question, si vous-même, vous voulez créer votre propre algorithme, il y a beaucoup de plateformes qui peuvent vous aider à entraîner vos données. Il y a par exemple TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn. Donc voilà, donc si vous partez même sur Google, vous tapez TensorFlow, vous aurez accès à un ensemble, à une plateforme, non, qui de un d'abord vous met à votre disposition un ensemble de données et également qui met à votre disposition un ensemble de projets, non, que vous pouvez vous-même utiliser, que vous pouvez vous-même implémenter pour pouvoir mieux vous familiariser avec les algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, il y a, dans la précédente présentation, on a bien mentionné cela. Mais ce qui est sûr, à la fin de cette conférence, nous allons encore envoyer les liens vidéo, non, dans lesquels on précise bien quelles sont les plateformes qui peuvent vous accompagner. Mais la première chose à faire avant de se lancer dans la création d'algorithmes, c'est tout d'abord d'avoir une bonne base sur les notions basiques. Par exemple, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Quelles sont les branches de l'intelligence artificielle? Peut-être comment est-ce que l'algorithme de l'arbre des décisions, ça fonctionne? Ainsi de suite. Donc, il faut d'abord que vous ayez d'abord un ensemble de connaissances basiques et vous continuez de façon progressive en allant sur cette plateforme en ligne telle que TensorFlow, PyTorch, Scikit et autres. Donc, je pense avoir répondu à votre question.